Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par ArchMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Déclic d'avenir. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Spotify, Apple Podcast et les autres podcasteurs évidemment. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. Suivez-nous sur les réseaux @archmc2, arch-mc2 même plus précisément. Le sujet du jour concerne les services autonomie, à nouveau je dirais, puisque c'est l'un des gros sujets du moment. Quels impacts métiers? Et pour y répondre, les experts du jour sont Julie Gauthier, directrice générale de l'association Amicial, avec nous par téléphone depuis Avignon, je précise, et Johan Letiec, directeur des solutions domicile chez ArchMC2. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Julie, avant peut-être de commencer, on va commencer avec vous. Rappelez-nous un peu ce que c'est qu'Amicial. Alors Amicial, c'est une association d'aide et de soins à domicile qui a la particularité en fait d'être présente sur plusieurs départements, puisqu'on est présent aujourd'hui sur 19 départements, et qui a été cofondée par la Croix-Rouge française et la Fondation OVE. Voilà, donc Amicial en 2-3 chiffres. Donc aujourd'hui, c'est environ 1500 collaborateurs. Une activité d'un peu plus d'1 million d'heures, voilà, et donc comme j'ai dit sur 19 départements. C'est énorme, donc c'est quelque chose de très important, effectivement. Johan, Alors, le décret est passé il y a quelques temps. Ça concerne combien de structures, on sait à peu près aujourd'hui? Alors les chiffres de la police. Selon les manifestants et selon la police. Alors, Non, c'est les mêmes, tout va bien. Bon. Tout va bien. En fait, les structures aujourd'hui, domicile entre guillemets, c'est 12 000 structures. Et à l'intérieur de ces 12 000, on va faire simple, 10 000 SAD, SAAD, donc service d'aide et d'accompagnement à domicile, et un tout petit peu moins de 2 000 SIAD, donc service de soins infirmiers à domicile. Les structures qui sont directement concernées, c'est celle-là, donc 12 000, sachant que la transformation attendue en fait par le décret, c'est d'avoir deux types de structures, des structures qui vont offrir de l'aide et du soin, et des structures qui vont faire que de l'aide. Et si j'essaye de reprendre mes ratios, donc ça veut dire demain 8000 structures aide et 2000 structures qui vont qui vont avoir une offre de services aide et soins. Et là, sur ce domaine justement de service autonomie, c'est une évolution du système en place ou une révolution? Est-ce que ça va tout changer? On va déjà dire que c'est une transformation, Ouais. puisque du coup, les structures qui faisaient de l'aide et du soin existaient, c'était des SPACAD. Donc, on a une partie des structures SPACAD qui vont se transformer en service autonomie à domicile. Donc, ça, transformation. Ensuite, évolution, révolution, je vais dire les deux, mon capitaine. Oui. Je me sentais venir, c'est marrant. Ah, bien. Et une évolution forte, à mon avis, pour décloisonner surtout ce deux types de structures et d'accompagnement qui sont complémentaires, mais aujourd'hui qui avaient du mal à travailler ensemble. Donc on a eu besoin d'avoir un décret pour dire, voilà, il faut que vous travaillez ensemble, il faut que vous ayez une offre de service globale. Julie, vous faites les deux, hein, aide et soins, c'est ça? Alors nous, on a une activité quand même majoritairement d'aide sur Amicial. Bon, par contre, on gère quand même 2 services de soins, 2 SIAD en fait, à domicile sur 2 départements. D'accord. J'ai majoritairement de l'aide. D'accord. Donc ça fait un moment, je crois que vous avez comment on pourrait dire ça, dans la stratégie d'aller justement vers le service autonomie? Alors oui, tout à fait. Donc c'est une tendance qu'on a senti venir, puisque même si le décret date du mois de juillet, il se prépare en lien avec les fédérations et la DGCS depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, c'est vrai qu'on était très très attentifs aux échanges qu'il y a pu avoir et puis voilà, voir un petit peu les tendances. Parallèlement à ça, Amicial a vraiment un projet associatif qui est réellement tourné vers la dépendance. 80%, si c'est pas plus, 90% de notre activité aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes en grande dépendance, donc soit personnes âgées, soit personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que mixer l'aide et le soin, apporter une offre plus complète, voilà, ça fait vraiment sens à la fois pour notre projet associatif et puis pour le secteur, voilà, de manière générale, qui, je pense,
va évoluer, en tout cas le secteur médico-social du domicile évoluera vers une offre intégrée des soins. D'accord. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, en fait, le fait de vous transformer, si j'ose dire, dans la prestation que vous avez? Alors, en fait, ça va changer beaucoup de choses. Bon, vous avez 3 heures si vous voulez, allez-y. Oui. Non, on va peut-être pas prendre 3 heures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que même si aux yeux du grand public, les gens font pas foncièrement la différence, hein, parce que les aides à domicile, quelquefois, font des actes aussi un peu poussés, parce qu'il n'y a pas forcément de personnel médical. Donc, on peut avoir des aides à domicile qui vont réaliser des toilettes complètes au lit, qui vont dépasser un petit peu leurs prérogatives. Et la différence avec une aide-soignante qui, elle, relève d'un SIAD, quelquefois, elle est vraiment minime. Bon, déjà, rien que ce que je viens de dire là peut être sujet à problématique et à débat, et ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais voilà, il me semble que la différence est assez faible sur le métier en tant que tel. Pour autant, on a vraiment 2 modes de financement complètement différents et 2 cultures professionnelles complètement différentes. Vous avez le côté soins avec un financement ARS, avec un coût zéro pour le patient, puisque c'est complètement pris en charge par la sécurité sociale sur prescription. Et à côté de ça, on a une activité d'aide où il y aura un reste à charge pour les personnes accompagnées, et où on a des personnels qui sont vraiment plutôt dans une culture je dirais sociale, médico-sociale, alors que les SIAD, on est plutôt sur une culture sanitaire. Donc il va vraiment falloir faire collaborer, je dirais, ces 2 univers. Donc pour nous, en tout cas au sein d'Amicial, et c'est ce qu'on pressent par ailleurs dans l'ensemble des structures, ça va quand même nécessiter une conduite du changement, un accompagnement qui sera pas mineur. C'est-à-dire, ça peut paraître pas grand-chose, mais voilà, c'est vraiment culturellement deux champs, malgré leur proximité, qui sont pas à ce point fongibles. Voilà. Ouais, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ça a l'air très clair pour nous. Enfin, en tout cas, on a compris effectivement. Il peut y avoir dédoublement de certaines fonctions ou et là, ça gérerait des problèmes. On l'a vu dans une autre émission. Alors encore une fois, terrain miné, faut que Moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, vous savez. À ce que je dis, disons que là, la réforme, le texte comme il est prévu, je dirais, ne va pas aussi loin. Par contre, on peut supposer, voire espérer, que dans les mois, années à venir, il puisse aussi y avoir des évolutions, peut-être en matière justement de formation professionnelle, de diplôme, de qualification. Et peut-être, nous en tout cas, à Amicial, on l'espère un jour voir peut-être émerger des métiers qui puissent être comme ça un petit peu à 360 réellement sur l'accompagnement des publics âgés, publics en situation de handicap, et puis traiter un petit peu différemment ces frontières sur des actes, des missions, alors que accompagner finalement une personne âgée, encore une fois, c'est une offre beaucoup plus complète. Il faut que les métiers suivent. Mais ce n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui. Ouais, je comprends. Alors, vous avez un métier où vous accompagnez des personnes, mais j'imagine que dans tous ces changements, transformations à venir, vous vous faites vous-même accompagner, non ? Eh bien non. Eh bien non. Alors Amicial, c'est comme vous l'avez dit en introduction, on est quand même une structure d'une taille significative. Donc pour nous, c'est un atout parce que ça nous permet là aussi par le biais de mutualisation, je dirais, entre les différents services départementaux, de renforcer aussi notre siège, et puis d'avoir en interne aussi d'intégrer des métiers et des fonctions qui nous permettent d'avoir des compétences et des temps de réflexion sur tous ces sujets-là. Donc c'est vrai que là, en tout cas à date, en la matière, on a fait le choix de ne pas se faire accompagner et on s'accompagne nous-mêmes. Ça marche bien aussi. Bon, ça marche bien aussi, mais effectivement, il y en a qui pourraient avoir besoin. Johan, j'imagine vous accompagnez certaines structures ou... Pas sur le plan, pas d'un point de vue juridique ni transformation sociale. Donc, ce qu'on identifie, par contre, c'est que les structures auront besoin de nous, ça, c'est évident. Mais par le passé, les structures ont souvent eu besoin du coup de leur éditeur pour accompagner la transformation. Amicial, il y a quelques années, je dis, ça fait quelques années déjà, à sa création, a fait appel du coup à Arche pour accompagner l'architecture du coup du système d'information. Donc là, s'il y a des fusions, des rapprochements, il est évident qu'on va accompagner les structures pour fusionner aussi autre chose que les structures, aussi fusionner du coup les données. Ce qui n'empêche pas le conseil. Ce qui n'empêche pas le conseil, et du coup à travers...
On n'est pas juriste, on n'est Bien pas sûr. avocat, bien entendu. Cependant, la preuve en est avec nos podcasts qu'on met en place et qu'on veut aussi donner un maximum d'informations à nos clients pour que du coup ils s'acculturent aux évolutions ou aux révolutions du coup à venir. Et vous avez un rôle aussi dans la formation des nouveaux outils à venir, je suppose. En qualité d'éditeur, on a des services additionnels et oui, la formation fait partie de nos objectifs, enfin en tout cas de la boîte à outils que l'on a dans nos différents services. Parce que Julie, j'imagine, l'impact métier, dans l'impact métier, il y a quand même la formation. Parce que certains vont devoir apprendre différemment. Alors oui, c'est certain, il va falloir former nos équipes. Maintenant là, c'est vrai qu'avec Arche, on évoque surtout le volet forcément outils métiers. Maintenant, c'est vrai que l'évolution des métiers, elle va pas se limiter à l'usage des outils métiers. Bien sûr. Je dirais qu'au niveau même de l'encadrement, ce qu'on appelle les responsables de secteur ou les coordinateurs de parcours, aujourd'hui, on a l'habitude de traiter des plans d'aide à pas, de travailler sur le logiciel apologique, mais demain, on va leur demander d'avoir une réflexion là aussi beaucoup plus à 360 degrés, en intégrant des actions de prévention, repérage de la maltraitance, des actions d'aide aux aidants. Donc là, il va évidemment falloir les former finalement à toute la palette, je dirais, d'interventions qui seront leur rôle demain. Et puis, il faudra aussi effectivement qu'au niveau de nos outils métiers, on puisse demain intégrer ces différentes données dans les outils. Et j'espère, oui, que Arche nous fournira tout le matériel dont nous avons besoin pour bien travailler. Ils vous écoutent, évidemment. Est-ce que justement vos personnels sont partie prenante dans la réflexion que vous menez depuis un an? Est-ce qu'ils participent ou pas du tout? Ils suivent? Si. Alors là, vraiment, mais parce que ça, c'est vrai que vraiment, au sein d'Amitial, on a eu la volonté, comme je vous dis, de partir, de bien anticiper cette réforme et puis de bien entamer le travail rapidement. Donc tous nos directeurs aujourd'hui sont complètement au fait de cette réforme, mènent un gros travail là sur le terrain d'identification de partenaires, parce que c'est vrai que comme on l'a vu, c'est finalement les services autonomie, c'est la fusion, les services mixtes, en tout cas ça sera la fusion de SAD et des SIAD. Les SIAD en tant que tels tout seuls sont voués à disparaître. Donc, il est important sur nos territoires et surtout ceux sur lesquels nous ne gérons pas de SIAD en direct, de mettre en place des collaborations et des partenariats qui nous permettront demain de nous fiancer, voire de nous marier avec des SIAD pour pouvoir créer des services autonomie mixtes. Donc, on est vraiment, on a été très, très en anticipation sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on a vraiment réussi à tisser un réseau déjà partenarial sur l'ensemble de nos territoires, qui va nous permettre d'avancer. Par ailleurs, les personnels d'encadrement, donc les responsables de secteur, c'est pareil. Régulièrement, on les a informés sur cette réforme pour commencer à les acculturer. Et on a des temps de travail et de réflexion sous forme de comité de pilotage justement autour de questionnements tels mais qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement justement à 360 degrés, qu'est-ce que ça veut dire que coordonner des parcours et qu'est-ce que finalement ce texte va venir changer, parce que vous parlez de révolution, selon comment on le lit, selon comment on se l'approprie. Ça peut des fois paraître pas grand-chose, mais ça peut aussi être une véritable révolution. Voilà, c'est aussi chaque structure, je pense, qui s'appropriera ce cahier des charges, dans toute sa dimension et dans toute son ambition ou pas. Ça tombe bien, parce que j'allais vous poser aussi la question évolution, révolution. Vous êtes formidable. Vous répondez avant même que je pose la question. C'est difficile de travailler avec les autres structures, justement, d'arriver, parce que ça fait quand même un an donc, que vous travaillez, que vous discutez, etc. C'est dur de se mettre en ordre de bataille? Alors, c'est dur, oui et non, parce que rencontrer des gens, échanger, ça c'est pas dur. Entre gens sympathiques, en général, on y arrive. Surtout dans le sud. Mais pas que dans le sud. Pas que dans le sud, avec 19 départements. C'est pas forcément dans le sud que c'est le plus facile. Voilà, on n'est pas que dans le sud. Non. Après, ce qui est difficile dans ces mariages, à venir, peut-être vécu comme forcé par certains, parce que je le rappelle, les SIAD étant amenés à disparaître, c'est vrai que ça peut être vécu, en tout cas par les gestionnaires de SIAD, comme une perte d'identité, une perte de contrôle de la gouvernance.
Donc je dirais, voilà, tant qu'on est sur le sujet des discussions voilà, amicales, comme ça, voilà, tout se passe bien. Mais malgré tout, il va quand même falloir réunir des SAD et des SIAD. Voilà, et ça peut quand même crisper, parce que qui dit réunir, qui dit fusion-absorption, voilà, dit à un moment peut-être voilà, disparition. Et ça, c'est pas toujours simple pour tout le monde. Oui, surtout après, c'est normal, qui va diriger, qui va... Il y a des questions aussi sur la partie direction, ouais. Bah si, bien sûr, il y a des questions. Oui. C'est même, je dirais, le nœud de la problématique, voilà. En fait, Johan, comme il l'a expliqué, avant cette réforme, il existait ce qu'on appelle des SPASAD, des services polyvalents des soins, voilà, qui étaient, je dirais, ça ressemblait à des services autonomie, mais par voie de convention de partenariat. Il n'y avait pas de caractère d'entité juridique unique obligatoire. Et c'est vrai que quand ces SPASAD étaient constitués de SAD et de SIAD gérés par le même gestionnaire, donc avec une même direction, une direction commune, ça a bien fonctionné. Pour le coup, il y a aussi eu des SPASAD qui étaient le fruit de conventions entre deux entités juridiques distinctes. Et là, voilà, il y a eu du recul sur ces expérimentations et ça n'a pas fonctionné. Parce que le problème, c'est quand vous avez deux directions distinctes, une direction SIAD et une direction SAD, comme je vous l'ai expliqué au début, on a deux cultures différentes, deux modèles de financement différents. Voilà, et c'est quand même difficile de réunir tout le monde sans que chacun soit tenté de tirer la couette de son côté. Donc, je pense réellement que une direction commune, c'est pour moi la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Un service autonomie mixte, à mon sens, ne pourra pas fonctionner, en tout cas dans sa globalité, en tant qu'entité et en tant qu'apporteur de services global, s'il n'est pas dirigé par une seule et même personne ou organisation ou gestionnaire. Vous êtes confiante, malgré tout, sur le timing ? Ils l'ont rallongé le timing, puisqu'au départ, au début des échanges, il était question d'aller sur une transformation à 2 ans. Ils ont quand même, rallongé un petit peu les délais avec des possibilités dérogatoires. Donc, oui, je suis confiante. Franchement, sur l'activité, c'est pas un oui franc et massif quand même, hein. Si, oui, non mais si, oui, c'est franc et massif. Certains vous diront le contraire, mais franchement, sur l'activité aide, il y a tellement de prestataires aujourd'hui que je vois pas bien comment un SIAD ne pourrait pas trouver fiancé à son pied. Fiancé acceptable, voilà. Oui. Johan, dans ce que vous voyez, c'est difficile ou... Pour moi, c'est tout à fait louable, puisque du coup, l'objectif est quand même, tel qu'on le lit, ou qu'on l'entend, c'est un interlocuteur unique. Donc de toute façon, c'est tout à fait légitime. Et on se dit, comment est-ce qu'on a fait, au final, quand on se positionne en tant que client potentiel, comment est-ce qu'on peut imaginer du coup de devoir jongler entre deux interlocuteurs. Donc de toute façon, c'est tout à fait louable et c'est évident. Et comme le dit là Julie, je pense effectivement que sur tous les territoires, j'ai donné des chiffres, 2000 SIAD, 10 000 SAD, oui, forcément, un SIAD va pouvoir trouver l'articulation juridique qui va bien. Après, tout l'aspect social, on a échangé déjà sur un autre podcast, ça peut être complexe, mais c'est pas... on a quoi, 1 an et demi maintenant, ça passe vite. Un an et demi. Un an et demi, en juin 2025 vient vite. Par contre, c'est ça. Le timing est peut-être serré. Mais j'avais envie de revenir justement, de faire un lien avec un podcast qu'on a fait il n'y a pas longtemps, sur l'aspect social. Est-ce que c'est pas ça la pierre d'achoppement ? C'est ce qui a été relevé à 2-3 reprises. C'est ce que j'entends, quand j'entends Julie, c'est ça. Hein. Demain, on a les assises du domicile. Je suis sûr que sur la table ronde, le sujet va revenir et sera un point de blocage. L'année dernière, du coup, c'est Alison qui est intervenue aussi aux assises. C'était déjà le sujet de dire comment est-ce qu'on va faire pour marier des structures qui sont d'une collectivité publique avec une association loi 1901 ou une association à but lucratif, ou une structure, pardon. Oui, bien sûr. Moi, Julie, j'avais envie de vous poser une question. Là aussi, j'aime bien mettre souvent les pieds dans le plat. Est-ce que le politique peut jouer ? Vous qui travaillez avec 19 départements, j'imagine qu'il doit y avoir des opinions différentes parfois, et parce que vous êtes d'un autre département ou d'une autre région, ça ne va pas passer. Est-ce que vous avez ce genre de choses ou pas du tout ? Ouh là là, oui. Joker. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Non. Non seulement les politiques, mais il y a autant d'interprétations des textes de loi que de conseils départementaux. Vous voyez, d'accord. Donc, okay. Ah oui, on peut passer de
de faire des virages à 180 degrés en fonction des conseils départementaux, de leur interprétation des textes, de leur volonté politique évidemment. Donc oui, il est certain que tant qu'on sera, en tout cas que les services d'aide, parce que c'est pas le cas des services de soins, mais les services d'aide seront gérés par une gouvernance que sont les conseils départementaux. On aura du mal à unifier la réponse à nos personnes accompagnées sur l'ensemble du territoire. Ça se fera vraiment, ça sera vraiment du cas par cas. En plus, il y a pas mal de choses dans les services autonomie mixte qui vont être autorisés de manière dérogatoire, notamment la question des zones d'intervention. Donc, il est certain que tout ça sera aux mains des conseils départementaux et des ARS et que on n'aura pas d'harmonisation au niveau national et de consignes nationales en tout cas pour mettre en place cet aspect des services autonomes. D'accord. Si je dis que pour dans 1 an et demi, c'est quand même très très juste, est-ce que je suis quand même très pessimiste ou est-ce que je suis plutôt dans le vrai là, parce que vous écoutez tous après toutes ces émissions? Pour moi, les structures qui ont déjà eu la réflexion, qui l'ont engagée, pour moi, ça va être fluide et ça doit être fluide, puisque ça doit. Ils se sont posés les questions avant les autres. Moi, je côtoie encore des SIAD qui se disent mais non, ça va être repoussé, quoi. Donc c'est sûr que si on part de ce postulat, ça peut être sur certains territoires complexe et du coup ça peut amener d'ailleurs des organisations complètement différentes en fonction des territoires et c'est pas ce qui est attendu. Donc c'est là la difficulté. Il faut que si ça avance, ça doit avancer en même temps sur tous les territoires et côté département et côté ARS. Et au final, c'est l'utilisateur final justement qui en paierait le prix. L'utilisateur du service. Oui, ça, on est d'accord. Oui, c'est ça, l'utilisateur final, je veux dire la personne, l'humain derrière au bout. Julie, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, justement, j'allais rajouter, je confirme à nous ce qu'on constate en tout cas pour vraiment travailler le partenariat et travailler avec les conseils départementaux, les ARS, c'est qu'il y a encore face à cette réforme, je trouve moi un certain déni en fait, notamment du côté des SIAD, comme j'ai dit, qui vont être amenés à disparaître. Donc c'est évidemment eux qui vivent le plus mal cette réforme. Et c'est régulièrement effectivement qu'on peut entendre les gestionnaires de SIAD vous dire mais non, mais ça n'arrivera pas, voilà. Alors si normalement ça va arriver, donc, mais c'est vrai qu'on est en France, c'est très souvent qu'il y a des reculs, on le voit sur la finance, on le voit sur plein de domaines. Donc je rejoins Yoann, il y en a qui sont dans le déni, effectivement pour eux il va quand même falloir prendre le train en marche parce que au risque d'ailleurs de se retrouver dans des configurations encore moins souhaitables, peut-être. Ouais. C'est-à-dire, je pense que plus on va prendre de l'avance et plus on va essayer d'anticiper sur la réforme et puis de se mettre au travail de manière volontaire, on va au moins pouvoir créer la chance de faire quelque chose, en tout cas, qui nous ressemble avec nos valeurs, etc. Et c'est vrai qu'à reculer, je dirais que le risque, c'est de se retrouver vraiment face au mur et de devoir intégrer une organisation qu'on n'aurait pas choisie, avec des modalités d'action qu'on n'aurait pas choisies. Donc, moi, je pense qu'au contraire, il faut pas se mettre des œillères et il faut avancer. Et je suis intimement, comme Yoann, convaincue en tout cas que, in fine, pour les personnes accompagnées, pour les patients, c'est la meilleure option, cette réforme. Exactement. Allez, mesdames, messieurs, il faut y aller, c'est le sens de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir été là dans cette émission, tous les deux. Julie Gauthier par téléphone et Yoann Le Thiec. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur arche-mc2.fr et les principaux podcasteurs. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur notre compte X, anciennement Twitter, @arche-mc2, suite au prochain numéro avec un autre sujet, toujours aussi important évidemment. Merci. Merci beaucoup Julie. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.